Imaginez-vous au milieu du XVIIIe siècle, une époque de changement géopolitique majeur en Amérique du Sud. Le traité de Madrid, signé en 1750 entre l'Espagne et le Portugal, redéfinit radicalement les frontières coloniales. Ce traité cède au Portugal un vaste territoire, incluant les 7 missions jésuites du Paraguay, des terres habitées depuis des générations par les Guaranis. Cette décision, prise sans consultation des peuples concernés, allait déclencher un conflit sanglant et brutal, connu sous le nom de guerre garannitique. Pour les soldats portugais, cette campagne lointaine et mal préparée allait se transformer en un véritable cauchemar, bien loin de la gloire militaire attendue. Les Guaranis, sous la direction de leaders charismatiques comme Cépé Tiaraju, n'étaient pas prêts à abandonner leurs terres ancestrales et leur mode de vie. Élevés dans un système communautaire organisé par les jésuites, ils avaient développé une société autonome et résiliente. Leur résistance ne fut pas une simple révolte, mais une lutte organisée pour la survie. Les Portugais, bien qu'équipés d'armes à feu, se sont vite heurtés à un adversaire déterminé qui connaissait intimement le terrain et utilisait des tactiques de guérilla dévastatrices. Ce n'était pas une guerre conventionnelle, et l'avantage technologique portugais était souvent neutralisé par la connaissance du terrain des indigènes et leur féroce détermination. L'un des premiers défis pour le soldat portugais était l'environnement lui-même. Les forêts tropicales denses, les marécages insidieux et les rivières infranchissables de la région du Rio de la Plata étaient un ennemi aussi redoutable que les Guaranis. Habitués au climat tempéré d'Europe, les soldats portugais souffraient énormément de la chaleur accablante, de l'humidité étouffante et des pluies torrentielles qui transformaient les sentiers en bourbiers impraticables. Chaque pas était une épreuve, chaque journée une lutte contre la nature hostile. Les maladies tropicales, inconnues des Européens, commençaient déjà à faire des ravages bien avant le premier contact avec l'ennemi. La logistique était un cauchemar absolu. Les lignes d'approvisionnement s'étiraient sur des centaines de kilomètres à travers des territoires inexplorés et dangereux. La nourriture et les fournitures arrivaient rarement en quantité suffisante ou en bon état. Les rations étaient souvent insuffisantes, avariées ou inexistantes. Les soldats devaient souvent se contenter de ce qu'ils pouvaient chasser ou trouver, ce qui n'était pas toujours suffisant ni salubre. Le manque de vivres affaiblissait les troupes, les rendant plus vulnérables aux maladies et moins efficaces au combat. Le moral chutait à mesure que la faim et la malnutrition rongeaient les rangs. Les maladies étaient le véritable fléau des guerres guaranitiques. La malaria, la dysenterie, la fièvre jaune et d'autres affections tropicales décimaient les rangs portugais à un rythme alarmant. Sans connaissances médicales adéquates ni médicaments efficaces, les soldats tombaient comme des mouches. Les hôpitaux de campagne étaient rudimentaires et débordés, incapables de faire face à l'ampleur de l'épidémie. Il était souvent plus probable de mourir d'une maladie que d'une balle ennemie. La peur constante de la maladie, combinée à l'isolement et à l'épuisement, créait un climat de terreur invisible qui minait la volonté de combattre. Face à cette réalité, le moral des troupes portugaises était inévitablement au plus bas. Beaucoup de ces soldats n'étaient pas des volontaires, mais des conscrits forcés, arrachés à leur famille et envoyés dans un pays lointain pour une cause qu'ils ne comprenaient pas. Le sentiment d'être abandonné et oublié par la couronne portugaise était omniprésent. La brutalité des combats, la cruauté des conditions et la mort omniprésente érodaient toute motivation. Le désespoir conduisait à la mutinerie, à la désertion et à l'apathie. Les officiers avaient du mal à maintenir la discipline et la cohésion au sein de troupes démoralisées et affaiblies. Les tactiques de guérilla des Guaranis étaient particulièrement efficaces et démoralisantes. Au lieu d'affronter l'armée portugaise en bataille rangée, les Guaranis utilisaient leur connaissance du terrain pour tendre des embuscades, harceler les colonnes en marche et couper les lignes d'approvisionnement. Ces attaques surprises, souvent menées à l'aube ou au crépuscule, semaient la panique et l'incertitude.
Les soldats portugais ne savaient jamais quand ni où l'ennemi frapperait. Cette guerre d'usure constante, sans front clair ni objectif facile à atteindre, était psychologiquement épuisante et mettait à rude épreuve les nerfs de chaque homme. Le danger pouvait venir de n'importe quel buisson, de n'importe quelle ombre. La violence du conflit était extrême. Les deux camps se sont livrés à des atrocités, mais pour les soldats portugais, la confrontation avec un ennemi perçu comme sauvage et insaisissable justifiait souvent des représailles brutales. Cependant, cette violence ne faisait qu'alimenter le cycle de la haine et renforcer la détermination des Guaranis. Les scènes de massacres et de destruction étaient courantes, laissant des cicatrices profondes sur les survivants. Le coût humain de cette guerre était immense, non seulement en termes de vie perdue, mais aussi en termes de traumatisme psychologique pour ceux qui ont dû y participer et y survivre. La guerre des missions n'était pas pour les âmes sensibles. Le rôle des jésuites dans ce conflit ajoute une couche de complexité. Les missionnaires jésuites avaient établi les réductions ou missions, qui étaient des communautés autonomes où les Guaranis étaient évangélisés et formés à l'agriculture, l'artisanat et même l'autodéfense. Pour les jésuites, la cession de ces missions au Portugal était une trahison de leur œuvre et une menace pour leur protéger. Bien que les jésuites n'aient pas directement pris les armes, leur influence et leur soutien moral aux Guaranis étaient indéniables, ce qui a compliqué davantage la tâche des Portugais qui se retrouvaient à combattre non seulement des indigènes, mais aussi une idéologie et un système de valeurs soutenus par une puissante congrégation religieuse. Cette dimension religieuse et politique ajoutait un poids moral considérable aux soldats portugais. La nature même de la guerre, avec ses embuscades incessantes et l'absence de batailles décisives, était particulièrement frustrante. Les Portugais étaient habitués aux formations de combat européennes, où la puissance de feu et la discipline pouvaient l'emporter. Mais ici, dans la jungle, ces avantages étaient souvent annulés. Chaque avancée était lente et coûteuse. Chaque victoire partielle et temporaire. Il n'y avait pas de ligne de front claire, pas de capital à prendre pour remporter la guerre. C'était une lutte sans fin contre un ennemi invisible et insaisissable qui semblait renaître de ses cendres après chaque défaite apparente. Cette guerre était une leçon d'humilité coûteuse pour l'armée portugaise. En fin de compte, malgré la supériorité militaire et les lourdes pertes infligées aux Guaranis, la victoire portugaise fut une victoire à la Pyrrhus. Le coût humain et financier fut exorbitant. Les maladies avaient décimé plus de soldats que le combat lui-même, et le maintien de la campagne avait vidé les caisses. Les motivations derrière le traité de Madrid furent remises en question, et finalement, le traité d'El Pardo en 1761 annula de nombreuses dispositions du traité précédent, rendant au final une grande partie des territoires contestés à l'Espagne. Pour les soldats portugais, cette guerre ne fut qu'une succession de souffrances, de privations et de pertes, pour un gain territorial éphémère et une gloire inexistante. Les guerres garanitiques restent un chapitre sombre et souvent négligé de l'histoire coloniale. Elles illustrent les terribles conséquences des décisions prises par des puissances lointaines sur des populations locales et le sacrifice inutile de milliers de vies. Pour le soldat portugais moyen, cette guerre fut une expérience traumatisante, une lutte constante contre la nature, la maladie, un ennemi implacable et son propre désespoir. Leur histoire est un témoignage poignant de la brutalité et de l'absurdité de la guerre, et un rappel que la gloire est souvent un concept bien éloigné de la réalité vécue sur le terrain par ceux qui portent l'uniforme. C'est une histoire de souffrance et de résilience, oubliée par beaucoup, mais qui mérite d'être racontée. Le traité de Madrid de 1750 a été l'étincelle qui a allumé la mèche. En transférant les 7 missions jésuites du Paraguay du contrôle espagnol à celui du Portugal, les puissances européennes ont créé une poudrière. Ces missions n'étaient pas de simples avant-postes, mais des centres de vie autonomes pour les Guaranis, où ils avaient bâti des communautés prospères sous la tutelle des jésuites. Leurs maisons, leurs champs, leurs églises, tout cela était menacé par un décret lointain.
Pour les Portugais, la mission était d'expulser les Guaranis et de s'emparer de ces territoires. Mais les Guaranis, fiers et enracinés, n'avaient aucune intention de partir sans se battre. C'est dans ce contexte explosif que les soldats portugais ont été jetés, souvent sans comprendre les enjeux complexes qui sous-tendaient ce conflit. Ils étaient de simples pions dans un jeu de pouvoir bien plus grand. La préparation de l'expédition portugaise était notoirement insuffisante. Les troupes étaient souvent mal entraînées et sous-équipées pour la guerre en jungle. Les uniformes, conçus pour le climat européen, étaient inadaptés à la chaleur et à l'humidité tropicale. Les armes, bien que supérieures à celles des Guaranis, nécessitaient un entretien constant dans un environnement humide et corrosif. Les cartes étaient imprécises ou inexistantes, rendant la navigation dans cette immensité verte extrêmement difficile. Les ingénieurs manquaient pour construire des infrastructures de soutien. Tout était improvisé, hâtif et inefficace. Ce manque de préparation a coûté cher en vies humaines et en morale, dès le début de la campagne, transformant la progression en un calvaire quotidien. L'absence de connaissance du terrain et des tactiques de l'ennemi était un handicap majeur. Les Guaranis, en revanche, étaient les maîtres de leur environnement. Leurs tactiques de guérilla étaient parfaitement adaptées à la jungle. Ils utilisaient des flèches empoisonnées, des pièges dissimulés et des embuscades éclairs. Ils frappaient rapidement et disparaissaient dans la végétation dense, rendant toute riposte difficile. Leur mobilité et leur connaissance des passages secrets leur permettaient de harceler constamment les forces portugaises, coupant leur communication et leur voie de ravitaillement. Cette guerre d'usure, menée par un ennemi insaisissable, était psychologiquement dévastatrice. Le sentiment d'être constamment observé et traqué dans un environnement hostile transformait chaque patrouille en un jeu de survie où la vigilance était une question de vie ou de mort. La discipline, déjà difficile à maintenir dans ces conditions extrêmes, s'est effondrée pour de nombreux soldats portugais. La faim, la maladie et la peur ont sapé toute obéissance. Les désertions étaient fréquentes, certains soldats tentant de fuir vers les colonies espagnoles ou de se cacher dans la jungle, préférant risquer la mort par la nature plutôt que par la guerre. Les mutineries, bien que rares, étaient des signes clairs du désespoir généralisé. Les officiers, souvent eux-mêmes épuisés et démoralisés, avaient du mal à imposer leur autorité. Les châtiments corporels sévères étaient courants, mais même cela ne suffisait pas à restaurer la cohésion d'une armée en lambeaux. L'ordre et la hiérarchie s'effilochaient sous la pression de la guerre et de l'environnement inhospitalier. La fin des hostilités n'a pas apporté de soulagement immédiat pour les soldats survivants. Beaucoup étaient marqués à vie par les traumatismes physiques et psychologiques de la guerre. Les maladies contractées dans la jungle continuaient de faire des victimes bien après leur retour. La reconnaissance pour leurs sacrifices était souvent minime, et beaucoup ont été renvoyés chez eux sans pension ni soins adéquats. Cette guerre lointaine et impopulaire a laissé un héritage de souffrance et d'amertume. L'histoire des guerres garanitiques est un rappel brutal que derrière les traités et les ambitions impériales se cache la réalité crue des hommes et des femmes qui doivent endurer les conséquences de ces décisions souvent au prix de leur vie ou de leur santé mentale. C'est une histoire qui résonne encore aujourd'hui.